Merci à vous d'être venus si nombreux ce soir pour cette conférence L'être et le vivant autour du cancer. Dans un instant, on aura le plaisir de débattre ensemble avec nos invités d'exception ce soir qui sont juste sur le côté, qui vont patienter encore quelques minutes puisque juste avant d'entamer le débat, je vais laisser la parole aux organisatrices de cet événement ce soir. Merci d'accueillir Christelle Dierix, la librairie Le 5e Art pour cette conférence L'être et le vivant, accompagné également de Clémence Plassa de la maison Gauchat-Lécouf. Bonsoir à tous. Juste un petit mot en préambule. Je suis très heureuse, au nom de l'association culturelle Loumac, de vous proposer ce soir de rencontrer Christophe André en compagnie de Violaine Forissier. Nous vous mijotons des rendez-vous désormais tout au long de l'année, en plus du festival mi-novembre, où l'être, les lettres et la nature sont au centre. Je remercie une nouvelle fois Chabi et sa merveilleuse équipe de nous accueillir ici. Je remercie nos partenaires, la maison Gauchat-Lécouf et l'établissement Talazur, qui nous ont aidés à concrétiser cette soirée. Christophe est un psychiatre remarquable, dont les livres et les émissions ont certainement sauvé, si ce n'est aidé, bien des personnes. Ce qui est frappant, c'est l'humilité, la clairvoyance et la générosité qui irriguent chacun de ses ouvrages et prises de parole. Violaine est médecin, oncologue, radiothérapeute et vice-présidente de la Société française d'oncologie intégrative. Elle aura beaucoup de choses à nous apprendre ce soir. La maladie est une épreuve de la vie, une adversité, cela ne fait aucun doute. Je me suis intéressée à son étymologie, puisqu'on trouve toujours des trésors dans les mots. Adversité vient du latin advertere, tourner vers ou contre. Cette traversée dont parlent si bien nos auteurs, c'est peut-être justement l'occasion de se tourner vers soi ou de se tourner vers les autres et de se tourner vers la nature. Je laisse maintenant la parole à Clémence. Merci beaucoup. Comment passer après toi? Je ne sais pas. Je pense qu'on peut t'applaudir très fort. C'est grâce à toi qu'on est là ce soir. Merci pour cette invitation. Tu as eu envie de lancer cette invitation, d'inviter Christophe André et Violaine Forissier avec nous ce soir. La maison Gauchat-Lécouf, alors j'imagine que vous nous connaissez. Si vous ne nous connaissez pas, je dis tant mieux, parce que si on peut se passer de nous, c'est quand même mieux. Mais depuis 4 ans, bientôt, la maison Gauchat-Lécouf accompagne des femmes et des hommes touchés par le cancer, ainsi que leurs proches aidants. Et en l'espace de 4 ans, nous aurons accompagné 470 personnes de l'ensemble du territoire. Notre credo, c'est la qualité de vie. Comment coupler aux traitements médicaux tout cet accompagnement pour justement continuer à vivre. Tu disais traverser la maladie sans perdre le fil de la vie. Et je pense que c'est ça, ce soir, qui nous relie cette volonté justement de vaincre quand on peut, de gagner en qualité de vie pendant et après, de continuer à vivre. Et c'est ce que je pense beaucoup d'entre vous qui sont à l'association peuvent témoigner de cette volonté de continuer à vivre et de continuer à profiter au maximum. Donc merci, et on aura l'occasion de parler des soins de support et de tout ce qui est important à mettre en place autour des traitements pour continuer à pouvoir profiter au maximum. Donc merci pour cette invitation. Merci Alexis d'être avec nous ce soir, d'animer, et merci à vous d'être là. Et on espère que vous allez passer un bon moment avec nous tous. Merci beaucoup Christelle, merci Clémence. Applaudissez Clémence, elle a fait très court. On lui avait demandé de faire très court ce soir. Merci. Ce n'est que le début de la soirée. Les filles, je vous invite à rester à cette table ronde puisque vous allez réagir également. Et donc vous l'avez vu, nos invités sont là. Je vous demande s'il vous plaît d'accueillir pour commencer Violaine Forissier, médecin oncologue. Et également Christophe André, médecin psychiatre. Tout est parti finalement d'une rencontre imprévue. On se retrouve en Aubrac. Sans le savoir, Christelle était présente en plus dans le public. La boucle est bouclée puisqu'aujourd'hui vous êtes là face à elle. Et surtout, tous les trois, avec Chloé, vous avez affronté le cancer sous diverses formes. Vous, Christophe, c'était un cancer du poumon, si je ne me trompe pas. Pour vous, Violaine, vous avez été confrontée aux tumeurs, aux leucémies de personnes proches. Comment vous, Christophe, vous avez vécu le cancer en tant qu'homme? Parce que souvent on parle du cancer du sein, on pense souvent aux femmes, mais en tant qu'homme, on le vit comment?
Oui, oui, ben, c'était très intéressant la vidéo qui a été présentée parce qu'effectivement, les hommes évidemment sont touchés, comme le sont les femmes, mais ils en parlent moins volontiers. Ils ont moins cette culture de la capacité à assumer ses fragilités, à partager avec des proches ces fragilités. Et je trouvais que c'était très beau la vidéo qu'on a vue. Je trouve que c'est super le travail qui est fait à Gaucher à l'écou, où il y a ce souci d'ouvrir au maximum les propositions de soins de support aux hommes qui n'y viennent pas volontiers, hein, mais ça c'est un classique. En psychiatrie, les hommes consultent moins volontiers que les femmes, alors qu'ils ont largement autant besoin qu'elles de le faire. Ils viennent moins volontiers en psychothérapie. Moi, c'est un truc un peu particulier. Je suis médecin, donc le rapport à la maladie est facilité en réalité. On sait un petit peu ce qui nous arrive, on comprend un petit peu les mots que les cancérologues utilisent. Et puis, j'ai eu de la chance, je n'ai pas eu un cancer trop compliqué comme peuvent l'être certains cancers qui imposent une longue traversée avec des traitements très douloureux. Mais j'ai eu très peur quand même, comme tous les gens qui ont un cancer, et mes proches ont eu très peur aussi. Donc, et puis je suis psychiatre, donc je sais bien qu'il faut partager ses émotions, qu'il ne faut pas garder ça pour soi. On va en parler justement, Ouais, parce que votre rôle ouais. est important. Je voudrais juste aussi qu'on en discute avec Violaine, je le disais. Donc vous avez été confronté aux tumeurs, aux leucémies de proches. Comment on le vit de l'extérieur, j'ai envie de dire? De changer de côté. Ouais. C'est vrai qu'on a notre regard de cancérologue qui fait partie de notre quotidien, d'accompagner ça. Et quand on prend la place de l'autre côté du bureau, c'est tout autre chose. J'en parlais pas plus tard que tout à l'heure de comprendre ce que c'est aussi quand on vient de recevoir une annonce, après de devoir le transmettre. Voilà, on reçoit déjà l'annonce d'avoir un cancer et après on va l'annoncer à ses proches. Et j'avoue que malgré l'exercice depuis des années, on découvre autre chose. C'est ce qu'on raconte à travers ce savoir expérientiel. Hein, quand on est aidant, quand on est patient, on a un savoir qu'on n'a pas quand on l'a pas traversé. Et donc c'est au-delà de la difficulté de ce que ça représente en tant que cancérologue, c'est aussi intéressant de découvrir ces expériences et même si peut-être qu'on est un petit peu plus armé en étant médecin, en connaissant un peu, comme vient de le dire Christophe, on a peut-être un autre regard, mais on est humain au même titre que tout le monde, donc on apprend à être vraiment tous au même niveau et à comprendre que nos rôles ils peuvent changer. Voilà. Dans ce livre, je vous cite, Violaine, vous dites « Petite, je voulais apporter du soin pour apaiser la souffrance. Aujourd'hui, mission réussie. » Oui, merci. On touche à l'intime tout de suite. Oui, c'était prendre soin et accompagner la pathologie grave. Pour moi, c'est vraiment un espace qui me mobilise en tant que soignante parce que c'est un enjeu de vie énorme quand on est confronté à la maladie comme le cancer ou comme d'autres pathologies graves. Et là, le soin, il y a un peu tous les masques qui tombent. Autant pour les soignants que pour les personnes qui le traversent. Et donc, voilà, il y a cette authenticité qui est là, et je crois que c'était quelque chose d'important pour moi. Oui. Chloé, qui a aussi coécrit ce livre, sa mère était atteinte d'un cancer du poumon. Dans ce livre, il y a beaucoup d'humilité de votre part, il faut le souligner. Et il a quel sens aujourd'hui, une fois qu'il est publié, ce livre, Vivre avec, vivre après? C'est plutôt un compagnon, c'est plutôt un guide pour celles et ceux aussi qui s'intéressent à cette maladie? Oui, en tout cas, je ne sais pas, il faut que Violaine en parle également. Moi, l'histoire, elle est, de mon côté, elle est simple. On se rencontre à un colloque en Aubrac, une autre belle région, moins que le Pays Basque, mais très bien quand même aussi, et pour parler de santé intégrative, de médecine en général. Et donc, on organise une table ronde à laquelle on est tous les trois invités. Donc, on ne se connaît pas personnellement, directement. Et là, moi, je tombe sous le choc. Je découvre qu'il existe en cancérologie enfin, je le savais, mais je vois des personnes qui militent pour une cancérologie humaniste, proche du patient, incitant aussi les soignants à prendre soin d'eux.
Et je n'avais pas l'impression que c'était un message qui était si répandu, si écouté aussi par le corps médical. Donc, on a beaucoup parlé à la suite de ce symposium où on a fait connaissance et je me suis dit que moi, je crois au pouvoir des livres. Il faut que je réponde à vos questions au lieu de broder comme ça dans tous les sens. Je crois beaucoup au pouvoir des livres et pour une raison simple, j'en ai écrit beaucoup. Et quand je reçois des courriers de personnes qui ont lu un livre et qui toutes seules se sont retrouvées dans le livre, ont eu l'impression qu'on avait écrit le livre pour elles, que les expériences qu'on y raconte sont les leurs, et que tout à coup elles ont une espèce d'émotion, de proximité, d'humanité commune partagée avec ce que racontent les auteurs, eh bien c'est un pouvoir énorme, un pouvoir de réconfort, de consolation, de motivation aussi pour aller vers ce qu'il y a à faire. Il y a aussi l'information que véhicule le livre. Donc je suis persuadé que même à cette époque où il y a beaucoup d'images, beaucoup d'informations digitales, etc., rien ne remplace le compagnonnage d'un livre qui est vraiment, pour peu que les lecteurs se l'approprient, évidemment. Un livre, ça peut rester surtout celui-là. On en a parlé, on en parle beaucoup avec Violaine. Ce bouquin, il est spécial parce que c'est un livre qui parle du cancer, et le cancer, c'est, dans le cerveau des humains, c'est un mot qui est associé à la mort. Instantanément, vous prononcez le mot cancer, les gens pensent à la mort. Donc ce bouquin, on sait qu'on l'a envoyé à des proches, même des médecins qui n'ont pas pu l'ouvrir. On sait que des gens l'ont acheté et n'ont toujours pas pu l'ouvrir. Donc c'est quand même pas si anodin que ça. Pour autant, lorsqu'on l'ouvre, lorsqu'on le lit, lorsqu'on s'adonne à ce livre, lorsqu'on baisse les défenses et qu'on le lit en se demandant qu'est-ce qu'il nous apporte, en quoi il me concerne, comment ça se passe dans mon cas, c'est ultra puissant. Et donc, voilà, quand on a, après nos échanges, là, je me suis dit, mais on va prolonger ce boulot formidable que font Violaine et Chloé, et ce livre sera un peu notre déclaration de conviction, notre manifeste, enfin bref, il faut que tu complètes. Je crois qu'il a tout dit, Violaine. Vous croyez quand même au pouvoir des livres aussi ? Oui, complètement. Je crois qu'on a essayé de mettre beaucoup d'espoir dans ce livre parce que c'est ce qu'on incarne aussi au quotidien, de venir nourrir l'espoir pour les patients, mais pas uniquement. Notre système de santé est quand même abîmé. Les soignants ont besoin d'aller bien pour que les soins soient de qualité. Et donc, on parle aussi de cet espoir d'inventer des nouveaux récits pour que la santé puisse aller bien pour l'ensemble des personnes. Et donc, ce livre, bien évidemment, est un compagnon quand on est touché. On est tous plus ou moins touchés parce que c'est une maladie de plus en plus fréquente et qui nous concerne de près ou de loin. Mais elle vient aussi questionner notre rapport aux soins de manière générale. De quelle santé on a envie d'avoir. Donc voilà, il y a quand même aussi un petit manifeste peut-être politique derrière de notre engagement à essayer de faire en sorte que tout l'écosystème aille bien, voilà, que la santé ne soit pas... ça peut faire peur, vraiment, ce mot cancer fait peur, et pour autant... ça nous vulnérabilise de le regarder, et quand on arrive à le regarder ensemble, en fait, ça nous relie beaucoup. Et je crois qu'on a tous besoin de ce lien pour continuer. Justement, ce mot cancer, il y a l'annonce quand on se projette et qu'on avance un petit peu dans ce livre. Est-ce que le mot cancer est le bon à utiliser, celui qu'on surnomme l'empereur de toutes les maladies ou encore tumeur? Je sais que Chloé n'aime pas qu'on utilise ces mots. Est-ce qu'on ne pourrait pas le nommer autrement aujourd'hui? Je crois qu'il ne faut pas en avoir peur de ce mot, et le rendre tabou, justement, n'est pas rendre service à ce que ça veut dire. Pour autant, on sait qu'à partir du moment où il est prononcé, il y a un peu tout l'univers qui change, parce que, comme le dit Christophe, cancer égale mort instantanément dans toutes nos têtes. Et pourtant, derrière ce mot, il y a une énorme diversité. Même si on parle du cancer du sein, qui est le cancer dont on parle tout le temps, il n'y a pas un cancer du sein, il y en a énormément de différents. Donc le devenir sera complètement différent. Mais il faut comprendre que si on ne pose pas ce mot, on ne peut pas non plus accompagner vraiment.
Donc, comment on l'annonce, comment on le pose, ça c'est tout un processus, mais se l'approprier, c'est aussi important, et c'est notre volonté. C'est pour ça que quand même sur la couverture, il y a noté ce mot. Souvent, on essaye de minimiser. On va nous dire c'est un petit cancer. On va essayer de toujours envelopper. C'est intéressant de se rendre compte quels sont nos mécanismes justement pour accompagner ça. Ça se veut quand même très bienveillant, mais pour autant, nommer les choses, c'est absolument capital. Oui. Ce mot fait peur, et pourtant il y a une étude en 2019 qui montre que l'annonce est donc le pire moment. Et Christophe, je vous cite, « L'annonce nous aide à donner du sens à ce qu'il nous reste à vivre ». Et oui, c'est-à-dire le cancer, c'est une maladie qui nous tire à la fois du côté de la mort, bien sûr, au moins par nos craintes, même si, vous le savez, aujourd'hui, on guérit beaucoup plus de cancers qu'on en guérissait autrefois. Le problème du cancer, c'est qu'il y en a de plus en plus, pour des raisons qu'on abordera peut-être, mais qu'heureusement, on les guérit de mieux en mieux, mais quand même. Voilà, cette association à l'idée de mort est très forte, mais c'est aussi une maladie qui nous tire vers la vie. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à accepter le mot, à accepter l'idée qu'on est porteur d'une maladie potentiellement mortelle, mais dont il est possible que nous arrivions à survivre avec l'aide des médecins et à la traverser en restant, en ne se faisant pas trop abîmer par cette traversée, et donc ça c'est l'aide des soins de support, eh bien, ça peut changer notre regard sur la vie. Moi, j'ai jamais autant aimé la vie que dans les jours, les semaines, les mois qui ont suivi l'annonce de mon cancer. Je me suis dit, punaise, c'est quand même top d'être en vie. Alors que 3 jours avant, j'étais comme tout le monde, je ne réfléchissais pas à cette espèce de miracle, de chance, de bonheur absolu que représente le fait d'être vivant, ne serait-ce qu'un jour de plus, etc. Et donc ça c'est il y a un proverbe arabe que j'aime beaucoup, on ne l'a pas cité dans le livre, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé, c'est « La santé est une couronne posée au-dessus de la tête des bien portants, que seuls les malades peuvent voir. » Quand vous êtes malade, vous apercevez de la chance inouïe qu'il y a à être en à peu près bonne santé. Et ça, le cancer vous le rappelle. Alors il faut que vous ayez la force aussi de pouvoir faire cette sorte d'équation, de transmutation entre la peur de mourir et la prise de conscience que la vie est formidable. Il faut ne pas être seul, ne pas être trop fragile, il faut arriver à puiser de la vitalité, des ressources tout autour de soi, mais quand on y arrive, c'est un truc incroyable. Moi, je finis, je vous méfiez-vous de moi, j'ai des réponses très très longues. Une question, je tiens la moitié de la soirée, mais pour finir, ce qui m'a beaucoup frappé, et je le raconte dans le bouquin, c'est que quand on m'a annoncé que j'avais un cancer, j'ai pas du tout eu peur. Zéro peur. C'était peut-être de l'inconscience ou du déni. Mais par contre, j'ai eu une tristesse terrible. Parce que je me disais, ça va déjà s'arrêter. C'était super bien d'être en vie. Et je vais peut-être devoir descendre du bus avant tout le monde. Et j'étais très triste. C'était pas que la mort arrive, c'était que la vie s'arrête. Et voilà. Je m'arrête aussi de parler. Il y a donc ce choc de l'annonce, hormis pour vous, Christophe. C'est une première épreuve. Est-ce que, Violaine, du coup, après, il y a aussi cette... on le sait, il faut rentrer dans le circuit médical. Est-ce que c'est aussi encore une autre épreuve que peut-être appréhende du coup le patient, pour ne pas dire le malade ? Oui, alors il y a toujours cette image que nos traitements peuvent parfois plus abîmer que le ressenti de la maladie même, parce que souvent on se voit diagnostiquer un cancer sans le sentir dans son corps. Et donc comment accepter des traitements, on parle souvent de la chimiothérapie comme d'un poison, voilà, de toutes ces choses-là. Et donc comment accepter d'y aller ? Et en même temps, il y a aussi cet élan de vie qui est de se dire j'ai besoin de ça pour pouvoir rester en vie. Et donc, on parle souvent de combat, d'aller affronter ça. Peu importe les mots qui peuvent être mis, mais il y a quand même un objectif commun pour les patients et les soignants, c'est comment on va faire en sorte que la maladie soit en rémission. Et donc, quelque chose qui, en tout cas en France, parce que c'est aussi très culturel, mais en France, c'est quelque chose d'assez facile de se dire j'y vais. Cette notion de est-ce que j'accepte le traitement, on est dans un pays où c'est quand même relativement facile de se dire j'y vais pour des raisons économiques, pour plein de choses, et qu'on a une chance inouïe quand même dans notre
de se situer en France par rapport à d'autres pays du monde pour l'accessibilité au traitement. C'est important aussi de le rappeler parce que c'est des moments où les patients peuvent en prendre conscience et nous le partager. Et donc, c'est aussi se dire, j'ai la chance d'avoir tout ça, donc j'y vais et je veux vivre. Voilà. Donc, bien évidemment, il y a un lot d'effets secondaires et d'effets indésirables qui sont tout à fait forts. Donc, tout l'aspect soins de support, etc., c'est capital, hein, c'est pas du tout un sujet, mais c'est pour aller à la vie, au bout. Alors, il y a le traitement évidemment qui vient aider, mais est-ce que c'est aussi important de prendre soin de son corps, de comprendre aussi comment fonctionne son système immunitaire? Parce que le traitement, il va aider évidemment, mais... Vous avez lu notre livre. Oui, hein. Oui, alors de comprendre que, bien évidemment, on va lutter contre la maladie. Donc ça, souvent, on donne cette responsabilité un peu aux soignants qui connaissent bien leur boulot, qui vont donner les meilleurs des traitements disponibles. Mais on a aussi envie de se dire comment moi, je peux être acteur pour mon corps et se dire qu'il y a quand même des parties du corps qui vont bien et il va falloir en prendre soin parce que le corps sain va aussi pâtir forcément des traitements. Et donc, sur quelle part je vais pouvoir agir? Donc là, on va parler de santé active, par exemple. Et donc, par exemple, avec l'activité physique, on a plein d'études scientifiques maintenant qui nous montrent que même en cours de chimiothérapie, faire de l'activité physique va donner un corps beaucoup plus empli de vitalité, avec un système immunitaire qui va mieux, avec des muscles qui vont moins fondre, etc. Donc il y a vraiment des choses qu'on peut faire. Bien manger, on peut se dire... Bon, ça va, hein, maintenant que j'ai un cancer, bien manger, c'est plus la question. Eh bien non, au contraire, une alimentation saine, équilibrée, etc. permettra au corps d'aller bien, d'aller mieux. Instinctivement, par exemple, quelqu'un qui a fumé toute sa vie, qui se voit diagnostiquer un cancer du poumon, va se dire, maintenant, à quoi ça sert d'arrêter ? Et pour autant, non, on sait que si on arrête de fumer, eh bien, en fait, on va avoir de meilleurs résultats et on va mieux guérir. Donc voilà, toutes ces petites choses qu'on peut faire qui ne sont pas anecdotiques et qui pour autant ont très peu de place dans nos consultations parce qu'elles sont déjà longues, compliquées, on a beaucoup de choses à annoncer et parfois on manque de temps pour parler de tout ça. Mais oui, la santé reste à cultiver. On va passer au chapitre soins, se soigner évidemment. Vous l'avez dit, il faut qu'il y ait cette confiance entre le patient et le médecin. Justement, il y a l'acceptation de se faire soigner aussi par une personne qu'on ne connaît pas, une personne d'un service médical. Comment on arrive à créer ce lien, à trouver les bons mots face à une personne qui a peur ou face à une personne qui accepte aussi j'ai envie de dire pas la sentence, mais cette maladie intrusive? Je crois que vous avez tout dit quand vous parlez de rencontrer une personne. On rencontre une personne avec son histoire et pas une maladie. Dans toutes nos études, on est formé à une expertise extraordinaire de comprendre finement la maladie. Et pour autant, dans cet espace de consultation, on va rencontrer une personne qui arrive avec ses histoires de vie, etc. et une maladie associée. Et tout l'enjeu, ça va être de pouvoir jongler avec nos deux regards, ce regard très humain, très humaniste de rencontrer la personne, et puis ce regard très expert de la maladie aussi. Et donc, ça nous demande d'aller bien, d'avoir de la disponibilité aussi pour ça, parce que parfois, ça nous protège de ne pas rencontrer l'humain quand on n'a pas la ressource. Et puis, des fois, on faillit. Voilà, mais donc, tout cet enjeu de se rencontrer, d'être à l'écoute, de laisser cet espace-là. Là, je parle de temps, mais des fois, il ne faut pas longtemps non plus pour se rencontrer. On a tous fait l'expérience dans des rencontres humaines, qu'elles soient liées aux soins ou pas, de savoir si la personne en face est disponible pour vraiment nous rencontrer. Voilà, juste une écoute, un temps de présence, un regard, c'est déjà beaucoup. Et c'est surtout à ne pas négliger dans ces moments très intenses, parce que souvent, l'annonce arrive à un moment où on n'a jamais rencontré la personne, et on arrive là, avec une sentence quand même très forte à devoir porter. Donc on est vraiment l'oiseau de mauvais augure et il va pour autant falloir qu'on crée une vraie relation, qu'on fasse équipe. Donc on s'engage en fait, on se rencontre à mi-chemin. J'aime bien cette image il y a souvent un bureau qui nous sépare, ça c'est quand même pas chouette. Mais de venir se rencontrer au milieu entre les patients et les soignants et de se dire allez on y va. Et on a tous le même objectif, c'est que la vie puisse continuer et que la maladie se mette en sourdine. Une fois que ce lien est fait entre le patient et le médecin, Christophe, est-ce que le malade doit vivre le traitement comme une nouvelle intrusion encore dans son corps ? Je ne sais pas s'il doit le vivre, mais c'est souvent ce qui se passe. Pour revenir sur ce que disait Violaine, on martèle assez souvent dans le livre qu'un médecin, normalement, il ne soigne pas une maladie. Le médecin, il n'est pas là pour soigner les maladies, il est là pour soigner les personnes qui souffrent d'une maladie.
Et quand on dit ça, on change l'angle du rapport à la maladie. C'est-à-dire on comprend que si on se focalise sur le fait de faire reculer le cancer, disparaître le cancer en oubliant les angoisses du patient, le milieu dans lequel il vit, les histoires qu'il se raconte sur sa maladie. C'est pas pareil de soigner quelqu'un qui pense que sa maladie vient d'une sorte de malédiction familiale. J'ai des cancers de mère en fille ou de père en fils dans la famille, que c'est parce que son conjoint l'a quitté il y a 3 ans. Enfin, toutes ces histoires nécessitent d'être comprises parce que c'est la personne qui porte la maladie. On ne soigne pas une maladie comme ça de manière expérimentale. Donc ça, c'est vraiment... Je reviens là-dessus parce que je crois que c'est très important pour les jeunes soignants, par exemple, de ne pas oublier ça. Parce que la tentation actuellement pour les jeunes étudiants, c'est comme la médecine est de plus en plus formidable, techniquement incroyable, quoi, des outils de diagnostic, de traitement, mais fabuleux. Quoi. Quand on écrivait le livre, que Violaine et Chloé me racontaient un peu l'état des recherches en cancéro, même moi qui suis médecin, j'étais quand même épaté. Et la tentation de disposer d'une médecine aussi puissante, c'est de se dire qu'au fond, elle va tout régler. Et on oublie que la personne qui porte la maladie contre son gré, eh bien, si elle ne résiste pas psychologiquement, si elle ne participe pas, si elle n'est pas dans ce que décrivait Violaine, ce souci de rester vivante dans sa tête, le médecin s'occupe du corps, mais les patients doivent s'occuper de ce qui se passe dans leur esprit, de comment ils continuent de voir la vie, d'avoir envie de vivre. Eh bien, si la personne ne fait pas ça, évidemment, je dirais pas que j'irai pas jusqu'à dire que le pronostic est moins bon, mais en tout cas, ça va moins bien se passer, quoi. Elle va laisser des plumes dans la traversée de la maladie. Et comme on le rappelle dans le titre du livre, c'est important aussi aujourd'hui, où beaucoup de cancers arrivent à guérir, ou en tout cas à être bloqués, empêchés. Certains deviennent des pathologies chroniques. C'est important pour les soignants de penser à l'après et d'aider les patients à imaginer l'après, à s'installer dans l'après, etc. Pour répondre à la question, oui, bien sûr, tous ces traitements du cancer, c'est des traitements qui sont perçus comme étant intrusifs. La chirurgie, c'est intrusif. On vous enlève le cancer avec un lobe pulmonaire. La chimiothérapie, c'est intrusif. On vous fait rentrer du poison dans le corps. C'est quand même, en gros, c'est un poison qui va vous sauver la vie, mais qui va aussi vous provoquer des tas d'ennuis. Donc, bien sûr que c'est intrusif. Mais là, par contre, ça fait partie de l'inévitable, malheureusement, du cancer. Pour l'instant, même si demain, les choses se passeront sans doute différemment. Évidemment, ces traitements aussi procurent des effets secondaires. Et vous l'avez évoqué en début d'échange, il y a ces soins de support. On parlait de l'accompagnement justement du patient. Il y a peut-être des gens dans la salle qui vont découvrir la maison Gauche à l'écoute représentée par Clémence. Est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots les soins de support, le principe ? Tout à fait. Alors tout à l'heure, vous parliez, vous disiez, les traitements sont là, effectivement, sont de plus en plus lourds. Moi, je dis souvent qu'on peut avoir les meilleurs traitements. Si à côté de ça, on ne fait pas effectivement de l'activité physique, une bonne alimentation, on a moins de chances de rémission et par la suite. Donc, les soins de support, c'est finalement tout ce qu'on va mettre autour des traitements de l'oncologue, du radiothérapeute, enfin, du traitement qui va être mis en place pour justement gagner en qualité de vie. Donc ça passe par l'activité physique adaptée, l'accompagnement diététique, psychologique. Le rôle du psychisme, et c'est pas nous qui allons en débattre, est extrêmement important. Dans quel état d'esprit je me situe. L'accompagnement social aussi. Comment je me projette, à quel moment je dois arrêter de travailler, quelles aides je peux percevoir. Enfin, c'est un vrai sujet de rentrer sereinement aussi dans les traitements, parce que quand on est dans les traitements, on n'a pas envie à un moment de se dire je dois gérer avec l'assistante sociale, avec mon employeur, avec ainsi de suite. Il y a tout ce qui va être les groupes de parole, et c'est un vrai sujet du livre aussi, sur le collectif, comment on verbalise, comment on se soutient aussi. Et à la Maison Gauche à l'écoute, on a plus de 40 intervenants qui interviennent toute la semaine, coordonnés par une équipe de coordinateurs de parcours qui justement comprennent les besoins personnels, psychologiques, physiques, au niveau de l'entreprise aussi, pour se dire qu'est-ce qu'on va mettre autour de tout ça pour aller mieux. Et je pense que c'est une sorte de binôme, et moi je dis souvent sur nos patients, et notamment chez les hommes aussi,
Si on prend l'exemple d'un grand sportif, et tout autour de lui, il a une équipe de choc. Et finalement, un patient, c'est un sportif de haut niveau parce qu'il va avoir son équipe médicale, il va avoir son équipe de soins de support avec Gauche à l'écou et avec les ressources qu'ils vont pouvoir puiser aussi auprès de professionnels formés et expérimentés. Et je pense que le vrai sujet, c'est effectivement aussi d'être accompagné par des personnes qui ont une expérience en oncologie. On parlait de la méthode et tout à l'heure et des façons de fonctionner. C'est extrêmement important d'avoir une vision globale de prise en charge où on travaille avec les établissements de santé, avec les médecins, pour pouvoir ajuster et accompagner, parce que les traitements sont de plus en plus diversifiés. Parfois, les médecins, pendant une chimiothérapie, vont voir régulièrement le patient, mais sur un traitement oral, ça va être que toutes les 3 semaines. Et donc, il faut aussi pouvoir être à l'écoute des effets secondaires un petit peu invisibles, mais qui sont là et qui perdurent aussi après, parce que vivre après, parler des maladies chroniques, c'est extrêmement important. Les troubles cognitifs liés au traitement contre le cancer sont aujourd'hui quasiment systématiques chez les patients. Et les patients, on a des patients de 40 ans qui nous disent « j'ai l'impression d'avoir Alzheimer, j'oublie tout, je ne sais plus ». Et ça vous fait rire parce que je sais que chez nous, on en parle beaucoup. Et d'ailleurs, dans la vidéo, Bernard en parlait, on a Gracieuse qui est avec nous ce soir. Et c'est extrêmement important aussi de lever ces tabous. Au même titre qu'il ne faut pas que le cancer devienne tabou, il faut aussi qu'on arrive à changer le regard sur ça, parce qu'il faut continuer à vivre pendant. Et je pense que c'est extrêmement important et c'est ça qui nous maintient et qui nous donne envie de plus combattre. Et ça c'est exactement ça. Continue. Moi, je crois que ce qu'apportent ces soins de support, mais j'aimerais que tu dises ce que tu en penses, toi, Violaine, au fond, c'est s'assurer que la vie continue pendant le traitement. Le problème du traitement contre le cancer, c'est que ça peut faire de vous un malade à temps plein. Tous les rendez-vous qui s'accumulent, on perd le contrôle sur sa vie. On a les rendez-vous pour le traitement, les rendez-vous les bilans, les rendez-vous médicaux. Et c'est assez tentant finalement de se laisser un peu aller, de se recroqueviller chez soi, devant la télé, de rester au chaud, dans ses chaussons, de boire sa petite soupe, de se faire... Mais en réalité, ce qu'apportent les soins de support, c'est rappeler que la vie peut et doit continuer lors de la traversée du cancer. Des choses toutes simples, effectivement, toutes simples, activité physique, qu'est-ce que je peux manger, l'aide administrative, comment j'en parle à mes proches, enfin tout ça, c'est garder les patients en vie. Et c'est une fois de plus, on disait le soin en médecine, on ne soigne pas des maladies, on soigne des personnes. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire s'assurer que la personne qui souffre d'un cancer ne soit pas qu'un patient ou qu'une patiente, mais reste aussi un être humain qui a un cancer, mais qui a également des tas d'autres choses qui peuvent l'intéresser, lui faire du bien, la réconforter, la tenir en vie au sens large. Et tous ces accompagnements sont faits évidemment par des personnes spécialisées, par des formateurs. Et j'aimerais aussi qu'on donne la parole à Serge, qui représente Talazur. Je sais qu'il est dans la salle, parce que là aussi, les soins de support se font via l'eau de mer, via les bienfaits de l'eau de mer, si je puis dire. C'est ça, Serge ? Effectivement, en transition avec Serge, à Gauche à l'écou, on accompagne, enfin la Talazur effectivement accompagne nos adhérents et ont accès à la thalassothérapie et aux bienfaits de l'eau de mer. Et effectivement, voilà, vous avez lancé une cure et qui est sur l'après, qui n'est pas intégrée à notre accompagnement. C'est vraiment 2 choses différentes. Mais effectivement, c'est aussi vivre sur la suite. Et je pense que c'est un vrai sujet. Merci beaucoup. Oui, je suis très honoré de pouvoir être avec vous ce soir pour parler de ce sujet, puisque c'est un sujet qui nous tenait à cœur aussi en thalassothérapie, parce qu'on sait très bien que la maladie, après les traitements, elle laisse des traces qui peuvent des fois être assez contraignantes, et on a besoin de trouver un lieu pour continuer à faire sa vie. Comme le disait Christophe tout à l'heure, la vie, on s'aperçoit de sa valeur à ce moment-là, et donc on a envie de redevenir acteur de sa santé. Et en thalassothérapie, on dit acteur dans la douceur, puisque nous, l'histoire a commencé il y a 2 ans, où une de nos directrices de thalassothérapie, Madame Yeman à Cabourg, a souhaité mettre en place cette cure parce qu'elle était atteinte dans sa chair par le cancer. Et après les traitements, elle souhaitait arriver à recréer pour nos curistes un lieu de réconfort, une parenthèse. Et c'est comme ça qu'est née cette cure. Et cette cure, petit à petit, on se l'est tous appropriée dans nos 9 thalassothérapies chez Talazur, de telle façon à ce qu'on puisse ouvrir nos portes de la façon la plus large possible.
autant aux hommes qu'aux femmes, puisque effectivement la première version était dédiée aux femmes. On a souhaité que les hommes soient concernés aussi par ce fait de redevenir acteurs de leur santé après aussi la traversée de la maladie. Et donc ça a été la première étape. Ensuite, pendant 1 an, on a construit les programmes avec nos praticiens, souvent des praticiens qui sont aussi des praticiens que l'on peut connaître dans votre association, des praticiens qui travaillent autant sur, bien sûr, l'aspect alimentaire. Et ce soir, nous avons la diététicienne de Saint-Jean-de-Luz, qui est bien présente, mais aussi tous les praticiens qui vont travailler sur le calme mental, qui vont travailler, bien sûr, nos kinés et nos coachs sportifs, qui vont travailler sur le fait de reprendre une activité physique, toujours en fonction de son état d'énergie, j'allais dire. Et puis, bien sûr, cette notion de plaisir retrouvé avec des massages ou des soins peau à peau, puisque des fois, on a oublié aussi cette sensation un peu de légèreté qu'on doit réintégrer après la maladie. Et la dernière étape, donc, c'est depuis 2 mois, nous faisons le tour de France avec Marianne de Conorgue pour accompagner nos équipes à faire ce pas de côté et à pouvoir accompagner nos curistes en leur laissant de l'oxygène. Il n'y a pas d'injonction, il n'y a pas vous devez, il faut que. On est juste là à l'écoute. Les conseils, ils peuvent les prendre au fil de l'eau avec nos praticiens. Et surtout, s'ils ont envie d'en parler, de la maladie, on est là. S'ils n'ont pas envie d'en parler, on est là aussi, tout simplement. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a imaginé cette cure, vraiment dans le sens où il faut que ça soit une parenthèse de bonheur, une parenthèse de douceur pendant ces 6 jours. Pendant ces 6 jours, on plante des graines pour justement savoir comment il faut manger, comment on doit se mouvoir, comment on doit prendre soin de son mental aussi par la même occasion. Et je voudrais juste conclure en vous parlant. Alors moi, ça fait 35 ans que je travaille en thalassothérapie. C'est la formation que j'accompagne qui est la plus chargée d'émotions, parce qu'on s'aperçoit que dans nos équipes aussi, alors nos familles, on est tous à un moment donné touchés, mais dans nos équipes, on a aussi des praticiens, des gens de l'hôtel ou du restaurant qui ont traversé la maladie. Et c'est très puissant de voir comment ils peuvent aussi libérer leurs paroles pendant les formations et les accompagnements que l'on fait. Et donc, une des équipes nous a dit à la fin de la formation, et on les remerciera jamais assez de nous avoir dit ça. Au début, on est arrivé à cette formation, on avait encore nos peurs autour de la maladie en thalassothérapie. Jusqu'à maintenant, beaucoup de thalassothérapies, d'ailleurs, ne prennent pas de personnes. Même en post-cancer, on prend toutes les précautions nécessaires, mais là, on ouvre un peu plus les portes. Et donc, cette équipe nous a dit, avant l'intervention, on avait plutôt peur de recevoir ces personnes-là. Pendant la formation, on a été rassurés. Et maintenant, il ne nous tarde plus qu'une chose, c'est pouvoir les accompagner dans la bienveillance au maximum et de pouvoir leur donner tout ce bien qu'on leur doit. Voilà. Violaine, vous écoutez attentivement. Ils sont choyés, nos patients ici au Pays Basque. Ça fait plaisir d'entendre qu'on utilise ces cures, l'eau, les bienfaits de l'eau de mer. Oui, vous avez beaucoup de chance sur votre territoire, sur les initiatives qui sont très belles. Il y a une belle énergie de prendre soin. Moi, je vous ai proposé de revenir au Pays Basque. Autour du tous les médecins. Ouais, bravo pour l'énergie que vous déployez et tout ce que vous rendez accessible. C'est pas aussi facile dans d'autres territoires. Donc bravo vraiment pour ce que vous portez. Juste pour revenir un petit peu sur les soins de support, je crois qu'il y a vraiment 2 niveaux. Il y a le niveau pendant les traitements et tout ce dont on vient de parler de l'après. C'est vraiment 2 sujets différents. Initialement, les soins de support, ça a vraiment été créé pour supporter les traitements. Donc comment je peux avoir plein d'outils à côté de moi pour réussir à traverser tout ce qui va être difficile. Et je crois que la dimension dont Christophe vient de nous parler, elle est absolument essentielle, de se rappeler qu'on va bien évidemment traiter la maladie dans un objectif de guérir, mais surtout, c'est pas une finalité. La finalité, c'est de pouvoir vivre. Faut qu'on se rappelle de nos définitions de qu'est-ce que la santé. La santé, c'est pas simplement ne pas être malade, c'est vraiment pouvoir faire ce que j'ai envie de faire et être ce que j'ai envie d'être dans ma vie au quotidien. Et la maladie peut en faire partie. Mais pour autant, comment je vais pouvoir soutenir cette santé? Et donc, l'intérêt de ces soins de support, c'est de se rappeler qu'on n'est pas juste
un corps physique qui tombe malade, comme une voiture qui serait en panne et qu'on va emmener chez le garagiste, où le médecin serait juste un garagiste qui va venir réparer la pièce abîmée. C'est de se dire qu'on est beaucoup plus complexe qu'une voiture, on a plein d'autres dimensions, et notre vie et notre santé est liée à toutes nos dimensions qui arrivent à se coordonner, à travailler ensemble. Et ça, c'est la complexité de l'humain, et donc les soins de support représentent aussi ça. Donc on a besoin pour ça de plein de corps de métier, comme dans la maison. Alors je suis désolée, moi j'ai pas l'accent, donc voilà, je vais l'écorcher, donc je préfère pas le dire, mais voilà, on a vraiment besoin de plein de professionnels qui savent travailler ensemble, et surtout qui arrivent à se rencontrer avec ces regards différents, parce que tous ces regards-là vont permettre de répondre à la complexité d'une histoire, d'une personne. Voilà, et puis après toute la notion du rétablissement, de comment on arrive à vivre après avoir traversé tout ça, parce que ça laisse des séquelles, parce que plein de choses. Et puis je vais vous rendre le micro, promis, de se dire j'ai quand même vécu un gros traumatisme existentiel, et donc comment je me construis pour vivre après ça. Souvent on se dit je veux retrouver ma vie d'avant, et puis bon, ça on essaye d'en parler dans le livre. Retrouver sa vie d'avant, c'est un peu un Graal qu'on espère, et puis pour autant, quand le processus se fait, on comprend que non, on ne retrouvera pas sa vie d'avant, on construira sa vie d'après. Et ça, c'est aussi un des grands rôles des soins de support. Et effectivement, je rebondis sur ça parce qu'on a beaucoup d'adhérents qui nous disent « mais j'ai découvert tellement de force en moi, tellement de choses, que finalement, cette nouvelle vie, je vais la construire avec toutes ces forces que j'ai découvertes. » Et on a une adhérente qui est arrivée, qui a 72 ans aujourd'hui, je ne sais pas si Dominique est là, et elle fait du surf, elle fait de la boxe, elle fait du rugby en marchant, et elle nous dit en fait, c'est génial, bien sûr, j'ai pas envie j'ai traversé ça, mais j'en avais pas envie, mais en fait, aujourd'hui, j'en ressors grandi. Je pense que c'est toute cette force des soins de support. Très souvent, on nous dit non, j'ai pas envie de venir. On en parlait tout à l'heure à l'annonce. Nous, les médecins, on parle spontanément, mais effectivement, il y a le temps du traitement, de rentrer. Il y a beaucoup des rendez-vous médicaux et autres. Mais moi, je dis, plus les gens viennent nous voir tôt, qu'on ait envie ou qu'on n'ait pas envie, on en a besoin. Que ce soit sur le volet social, que ce soit sur le volet gestion des effets secondaires visibles, qui vont arriver parfois très vite selon certains traitements. Donc, bien sûr, il n'y a aucune obligation dans tout ça, mais c'est se dire que en fait, on peut se donner le plus de chances d'anticiper les effets secondaires. Et je pense qu'aujourd'hui, on connaît par rapport au traitement et certaines choses, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement éviter et gagner cette qualité de vie dès le début et éviter ces moments difficiles. On parle souvent de l'après. Et nous, on a des adhérents qui viennent nous voir que moi, je n'ai pas fait ce soin de support pendant mes traitements. Et là, en fait, on m'annonce que, alors dans le cas d'un cancer du sein, je commence une hormonothérapie, j'ai des effets secondaires, j'ai besoin d'aide parce que j'ai plus mes médecins. Et donc, même si les médecins sont là, on les voit moins souvent. Et c'est réussir effectivement à travailler vraiment en synergie pour anticiper, optimiser et faire en sorte que la vie continue. Parce que c'est ça pendant les traitements, parce que c'est l'objectif des traitements. Voilà le point qu'on voulait faire donc sur les soins de support que peut-être certains d'entre vous vont découvrir ce soir. L'accompagnement passe donc par des structures comme Gauche à l'écoute par exemple, mais aussi par les aidants. Il y a peut-être certaines personnes dans la salle qui sont aidants ce soir. Pour vous, Christophe, c'est écrit dans le livre, le lien social est bénéfique dans ces moments. Et en même temps, vous nous dites qu'il faut faire du tri dans l'entourage quand on apprend que nous sommes atteints du cancer. Oui, en tout cas, on peut avoir cette tentation, mais on insiste beaucoup dans le livre, je crois qu'il y a 1 ou 2 chapitres entiers, sur le mode d'emploi relationnel lors d'un cancer. C'est-à-dire il y a beaucoup de questions qui se posent. D'abord, lorsqu'on veut aider une personne qui souffre d'un cancer, on se demande toujours si elle a envie qu'on lui parle de sa maladie ou qu'on lui parle d'autre chose, si elle a envie qu'on vienne la voir ce jour-là ou si c'est un jour où elle préfère être seule. Et c'est vrai que lorsqu'on a une maladie, notamment une maladie grave, lourde, qui peut avoir des perturbations sur notre forme physique et mentale, nos besoins vont osciller. Si vous avez un proche qui souffre d'un cancer, il y a des jours où il aura envie d'être seul, d'autres que vous soyez à ses côtés, des jours où il aura envie de parler de choses importantes, d'autres, il aura envie de parler de choses légères, d'aller voir des films stupides avec vous au cinéma. Enfin, il n'y a pas que des films stupides au cinéma, c'est pas ce que je veux dire, mais d'aller rigoler, voilà, pour un rien avec vous. Et donc, on a voulu inciter les lecteurs et lectrices qui ont un cancer, par exemple, à
assumer leurs besoins, à dire de quoi j'ai besoin, ce que je souhaite, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai peur. C'est les trois grandes questions finalement quand on veut aider quelqu'un, de quoi tu as peur, de quoi tu as besoin, de quoi tu as envie. Et on encourage aussi l'entourage à ne pas avoir peur de poser ces questions. Par rapport à ce que vous me disiez, ça c'est un côté peut-être alors à la fois plus sombre et plus libérateur de la maladie. Dans mon cas et dans le cas de beaucoup de personnes avec qui j'ai pu en parler, la maladie agit comme une sorte de révélateur de ce qui est important et de ce qui l'est moins. C'est assez logique finalement, comme elle nous rappelle que notre vie va peut-être se raccourcir, et parfois elle ne se raccourcit pas. Hein. On peut vivre très très longtemps après avoir eu un cancer, mais en tout cas, voilà, on a le petit coup de semonce. Et donc, assez souvent, il me semble qu'on est amené à se dire, bon, si ça doit être plus court que prévu, finalement, avec qui j'ai envie d'être et avec qui ça m'emmerde un peu d'être. En réalité, c'est affreux. Et dans mon cas, par exemple, avec mon épouse, m'a dit, bon, écoute, là, c'est quand même un souci, donc on va réfléchir et finalement, quels sont les gens qu'on aime, qu'on a besoin de voir plus souvent. Et quels sont les copains qui sont plombants, quoi. Vous savez, dans la vie, il y a ceux qui vous simplifient la vie et ceux qui vous la compliquent. Il y a ceux qui vous l'embellissent et ceux qui vous la gâchent. Et au fond, toutes les catégories de droite, là, ceux qui plombent, ceux qui gâchent, ceux qui sont toujours à prendre de l'attention, de l'énergie, de l'affection et qui redonnent peu de choses. Quand vous vous sentez en danger de mort, vous dites « Ok, je vais m'alléger de ça ». Je ne vous dis pas que c'est bien de faire ça, mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait. J'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de personnes qui le font également. Et voilà, pour répondre sincèrement à la question que vous m'avez posée. Je ne fais pas de diplomatie, là. Justement, Violaine, vous avez des consultations. Des fois, est-ce que c'est pas l'aidant, le proche, qui a plus peur que le malade? Il y a un moment dans le livre, vous le dites, voilà, l'homme arrive plutôt décontracté, disons, et finalement, c'est la femme qui pose plein de questions. Elle a peut-être plus peur que le mari. Je ne sais plus si c'est à vous, Chloé, à qui c'est arrivé. Mais voilà, est-ce que finalement, c'est pas un peu les rôles qui s'inversent des fois pour certains? Alors oui, on rencontre tout l'écosystème, tout l'entourage, donc les besoins et les attentes ne sont pas forcément les mêmes. Oui, donc on a peut-être des exemples un peu caricaturaux dans le livre pour imager ça. C'est surtout comment on va réussir à faire en sorte que l'aidant puisse avoir une place, parce que bien évidemment, il a un rôle essentiel, mais qu'on n'omette pas non plus les besoins de la personne. Là, on prend l'exemple d'un homme qui serait peut-être plus discret, peut-être pas plus tranquille, mais qui en tout cas ne l'amène pas comme ça dans la consultation. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, c'est pas angoissé, mais voilà, il y a des patients qui vont avoir besoin de parler de leurs angoisses et qu'on puisse aller rencontrer ça. Et puis il y en a surtout, ils ont envie que ça reste très factuel. Et c'est aussi important de pouvoir respecter ces défenses-là. Et donc dans le livre, on raconte qu'on peut aussi avoir des moments vraiment justes avec le patient et des moments justes avec les aidants pour répondre un peu à ses besoins et puis être sûr qu'à la maison, ça se passe quand même relativement bien. Parce qu'on peut avoir parfois des épouses qui vont être très très soutenantes, mais qui vont aussi s'approprier la maladie. On en parle à un moment dans le livre de ce couple où la femme dit non, mais c'est notre cancer, hein, c'est pas ton cancer, c'est notre cancer. Donc ça reflète l'impact qu'a la maladie sur les dents, mais aussi quelle est la juste place en tant qu'aidant pour soutenir, mais pas non plus prendre tout l'espace. Et donc voilà, on s'adapte en fonction des consultations. Sur ces histoires de proches, là aussi, il y a quelque chose dont on a pas mal parlé dans le livre. Je sais que c'est un de tes sujets importants. C'est les conjoints qui partent au moment du cancer de la personne avec qui ils vivent. Donc c'est déjà un truc assez violent. Et le truc encore plus violent, c'est que les hommes partent 2 fois plus que les femmes. Et ça, moi, je ne connaissais pas ces chiffres. Ça m'a pétrifié quand même. De savoir que nous, les mecs, on est 2 fois plus nombreux à décamper lorsque notre compagne a un cancer que les femmes. Voilà, je te laisse en parler parce que tu es meilleur que moi sur ces sujets, mais ça m'avait... On va faire réagir Violaine. On commence par Clémence.
Alors, je vais mettre un peu de positif. Nous, on a des groupes aidants et on a beaucoup d'hommes qui viennent. Et je vois beaucoup d'hommes dans la salle. Donc, j'ai l'impression, mais effectivement, ce sujet effectivement, de la place, de qu'est-ce qu'on dit, comment je me positionne, on a créé des groupes de parole pour les aidants, ouverts même à des aidants qui n'ont pas leur malade chez nous, à l'association, et inversement. Et il y a vraiment effectivement cette force de résilience entre aidants. Sur bah, moi, j'ai traversé ça à tel moment. Bah, moi, je deviens aidant de façon récente. Qu'est-ce que tu as fait? Et ainsi de suite. Et je pense qu'il y a un très grand lien qui se fait. Nous, à la base, c'est des créneaux d'1 heure. Maintenant, ce sont des créneaux de 3 heures. Et il y a vraiment une amitié qui s'est liée sur ça. Donc, effectivement, le rôle des aidants, il est extrêmement présent. Et je pense que c'est un vrai sujet. Oui, merci de créer ces groupes de parole pour les aidants. C'est vrai que ça a été un grand sujet, ça, pendant l'écriture du livre, de se confronter aux chiffres qui parlent clairement du fait qu'il y a des séparations qui arrivent, parce qu'on a cette notion de révélateur, comme le disait Christophe, de est-ce que ma vie telle qu'elle est, je veux qu'elle reste comme ça, si à court ou moyen terme, je risque de mourir, parce que je prends conscience que je suis mortelle, en fait, et donc, où est-ce que j'ai envie de passer mon temps? Donc, il y a cet accélérateur qui peut faire qu'il y a des couples qui se séparent à ce moment-là, mais il y a quand même quelque chose de très frappant, c'est que globalement, on a 2 fois plus d'hommes qui partent quand leur femme est malade que l'inverse. Donc, ça a été un sujet de débat vraiment entre nous, qui nous dépassait, je pense, largement, parce que ça nous fait porter un regard sur notre société, sur notre culture, de quel est le rôle de la femme dans le prendre soin, quelle est la capacité en tant qu'homme d'accueillir la vulnérabilité, etc. Enfin voilà, des choses, on n'apporte pas de réponse, on a simplement soulevé ça, et c'est vrai que c'était une réalité 2 fois plus. Je pense que c'est important de se le rappeler quand même. Et on rappelle aussi dans le livre, parce que ça nous avait fait du chagrin, enfin surtout moi, je trouvais que c'était un truc très dur, qu'il y a aussi des histoires inverses, des couples ou des familles qui, autour de la maladie, font preuve d'une intelligence, de capacité d'amour, je ne sais pas s'ils se retrouvent, mais en tout cas qui écrivent des histoires incroyables. Moi, j'avais un patient que j'avais soigné pour des troubles anxieux très très sévères, et donc que je continue à voir comme ça tous les ans, ça le rassurait. Et un jour, il me dit que sa femme est atteinte d'un cancer très grave, d'une leucémie. Et puis 3 mois après, il vient me revoir pour me raconter qu'elle était morte. Et il me raconte une histoire à me tirer des larmes. À la fin, on pleurait tous les deux, où il me disait que finalement, l'accompagnement de sa femme vers la mort, ça avait été la période, la plus belle période de leur couple, où il s'était dit le plus de choses. Et ça aussi, ça existe quand même. Quand on avance un peu dans la maladie, évidemment, il y a la douleur aussi qui s'installe des fois chez certains patients. J'aimerais que les gens retiennent juste cette citation d'une de vos patientes qui vous a dit un jour, Violaine, « J'ai appris à danser avec la douleur ». Est-ce que ça veut dire, Christophe, que douleur est obligatoirement associée à souffrance ? Alors on utilise souvent indifféremment les 2 mots. Moi j'aime bien séparer, dire que la douleur c'est la partie irréductible de l'agression qui est subie dans notre corps ou dans notre esprit. La douleur, c'est quelque chose qui n'a rien de subjectif. Si j'ai une rage de dents, un nerf dentaire irrité, si je suis endeuillé, la douleur du deuil, la douleur de la rage de dents, elle ne doit rien à ma subjectivité. C'est une réalité terrible et oppressante. Par contre, la souffrance, qui est la part subjective de la douleur, c'est quel impact a la douleur sur mon esprit? Est-ce que je me recroqueville sur la douleur ou est-ce que j'essaie d'ouvrir un peu mon esprit à d'autres choses? La souffrance, c'est une part sur laquelle j'ai un peu j'ai une marge de manœuvre. On raconte souvent ça lorsqu'on fait de l'enseignement, de la méditation, lorsqu'on apprend aux gens à méditer. On leur explique que la méditation ne peut rien face à la douleur, c'est inutile. Quand il y a une douleur déchirante, physique notamment, la réponse c'est les antalgiques, point. Pas la peine de faire le malin en essayant de méditer pour contrôler la douleur. La part subjective de la douleur, la souffrance, et au bout d'un moment je m'aperçois que ces douleurs vont peut-être au-delà de ce que je voudrais leur céder comme territoire. Là, c'est sans doute aussi pour des formes de douleur moins importantes. Eh bien, là, je peux apprendre à
vivre avec cette douleur, à l'accepter. Alors le modèle le plus basique, moi je reviens souvent à la méditation parce que c'est souvent comme ça qu'on fait faire des expériences aux patients. Si vous méditez, vous êtes dans votre posture de méditation et puis tout à coup vous avez une crampe ou le nez qui vous gratte. Ce n'est pas des douleurs bien méchantes, c'est même à la limite de la douleur et du stimulus inconfortable, mais le mécanisme est là. Vous avez deux options, soit vous bougez, vous vous levez, vous arrêtez la séance de méditation, vous grattez férocement le nez, soit vous vous dites « Ok, est-ce que je peux continuer avec ça ? Est-ce que c'est supportable ? Si c'est insupportable, pareil, on ne fait pas le malin, on s'arrête, on se mouche, on se lève, etc. Et si c'est supportable, on se dit « Ok, j'accepte cette part d'inconfort, disons, voilà, on est plutôt dans des inconforts. Je regarde ce que ça déclenche comme expérience en moi. Est-ce que mon cerveau envoie des pensées du genre « tu ne vas pas pouvoir finir la séance, il faut que tu te lèves, il faut que tu bouges, il faut que tu te grattes le nez, il faut que ça s'arrête, il y en a marre, tu as d'autres choses à faire ». Est-ce que mon corps a envie, ça remue, a envie de bouger, de sortir de la séance de méditation ? Et j'essaie de rester encore avec ça. Ça, c'est le travail sur la souffrance, en tout cas sur l'aspect induit de la douleur. Bon, il y a des douleurs en cancérologie, c'est absolument pas comme ça qu'on peut faire. Par contre, effectivement, apprendre aux patients, mais là je voudrais que Violaine complète ce que je vous dis, expliquer comment fonctionne la douleur, comment elle peut capter toute notre attention, comment elle peut envahir l'intégralité de notre conscience et quelles sont les possibilités pour faire face, en plus des médicaments. C'est un enseignement, c'est une pédagogie importante. Et c'est important là aussi que les soignants essaient de comprendre que la douleur, c'est important de la nommer, de l'écouter, de voir comment elle apparaît, comment elle fluctue, plutôt que d'essayer de l'assommer, de la détruire à coups de médicaments. Là encore, on essaie de comprendre comment fonctionne la personne qui a ses douleurs, qui a ses souffrances, quitte à lui donner un traitement, mais on veut voir cette dynamique psychologique et lui transmettre un petit peu peut-être certains savoir-faire ou certains outils. Ça aussi, ça fait partie des soins de support. Violaine, pour compléter. Oui, en fait, il y a deux cas de figure, vraiment cette douleur très aiguë, très forte qui nous terrasse et où là, il faut agir vite pour venir calmer la douleur. Et puis en cancérologie, on a ces douleurs qu'on va appeler chroniques, qui vont être là pendant très longtemps et avec lesquelles il va falloir apprendre à vivre et qui confrontent à l'impuissance quand même, et même à l'impuissance des soignants, parce qu'on va avoir nos traitements médicamenteux, mais qui parfois, ou au bout d'un moment, ne vont plus être suffisants et donc vont nous demander d'aller trouver d'autres, de faire preuve de créativité en fait pour répondre à ces douleurs. Donc il y a des centres de la douleur en France, même si on n'en a pas assez, même si les délais sont longs, qui vont essayer de déployer plein d'outils pour venir répondre à tout ça. Et cette douleur, en fait, elle vient complètement changer notre rapport au monde. En fait, quand on est soignant et qu'on voit un patient qui souffre, on croit souvent qu'on sait à combien il souffre. Hein. On a l'impression qu'on est bon, ça va, son visage est de telle façon, je me rends compte que bon, là, il souffre pas trop. Et quand on fait des études scientifiques, on se rend compte qu'on n'y est pas du tout. On peut pas savoir ce que vit la personne. Et donc, c'est très, très important d'être à l'écoute de ce qu'elle vit. Quand j'étais jeune interne, il y avait un médecin spécialiste de la douleur qui nous avait utilisé l'art pour nous faire comprendre à quel point le rapport au monde change quand on est douloureux. Et je me souviens de peintures qui nous montraient vraiment la déformation cubique, etc., que peuvent ressentir les gens et à quel point ça isole. Vraiment, ça crée une distance, même si elle n'est pas physique, par rapport au monde environnant qui ne comprend pas ce que c'est que de vivre avec cette douleur. Donc ça nous amène déjà à beaucoup d'humilité en tant que soignant de se dire, bon, comment on va accompagner ça ? Puis comment on peut aider la personne qui est quand même, comme le dit Christophe, un peu enfermée dans quelque chose où il n'y a plus ce même accès. Et comment je sors un peu de cette camisole là qui vient m'enfermer. Et par exemple, la méditation peut être un des moyens de remettre du mouvement. Hein, merci pour cette citation, d'apprendre à danser avec la douleur. C'est vraiment comment moi je peux faire avec ce que mon corps vit, avec ce que je traverse, mais aussi pour recréer du mouvement et pour laisser quand même la vie circuler et apprendre à vivre avec cette douleur qui peut-être ne va pas complètement se taire.
En France, on a des milliers de gens qui vivent avec des douleurs chroniques. Donc le cancer est une des causes, mais il y a plein d'autres causes. Et pour autant, on peut aussi retrouver la vie à travers ça. Mais c'est un sujet qui nous demande de venir rencontrer ce que vit la personne, parce que là non plus, il n'y a pas une douleur. Il y a plein de douleurs. Pour une personne donnée, elle peut varier. Et donc, c'est arriver à tendre l'oreille et à être entendu. Parce que rien n'est pire que de vivre une douleur très importante qui n'est pas entendue et pas comprise par le corps soignant. Et on a beaucoup d'errances médicales qui sont là quand c'est pas entendu. Donc, on en parle de ça. Déjà, accueillir la douleur, lui laisser un espace. Christophe, allez-y. Les grands bavards. Pour essayer de vous donner une image qui peut être utile quand il y a des douleurs qui se présentent dans notre vie et qui arrivent à notre esprit, qui se transforment en souffrance. Bon, il y a la philosophe Simone Veil, pas la femme politique, mais la philosophe, donc brillantissime, elle a beaucoup écrit sur ces histoires de douleur, de souffrance, etc. Et à un moment, elle parle du degré de douleur où on perd le monde, où on est coupé du monde tellement on a mal. Et nous, ce qu'on essaie de voir, c'est est-ce qu'il y a une marge de manœuvre, effectivement, du côté de l'attention. Si j'ai très très mal, si vous avez un gros chagrin d'amour ou un gros mal de dents, toute votre attention est captée par la douleur. L'opération mentale qui consisterait à se dire « ne pense pas à la douleur, pense à autre chose », est vouée à l'échec. Ça ne fonctionne pas. Et par contre, la mécanique à laquelle on essaie d'entraîner les patients dans les méditations centrées sur ce travail avec la douleur, c'est de dire « permettez à la douleur d'être là, mais de votre mieux, faites qu'il n'y ait pas qu'elle à votre esprit. De votre mieux, essayez d'écouter les oiseaux qui chantent, essayez de regarder le ciel, essayez de vous relier aussi à votre respiration, de faire que dans le champ de votre attention, la douleur soit là. Pour le moment, vous ne pouvez pas faire autrement, mais qu'elle ne soit pas seule. Ouvrez la focale attentionnelle à tout ce qu'il y a autour de la douleur. Et on revient sur Simone Veil, ce degré de douleur où on perd le monde. Et chaque fois qu'on peut aider un patient à retrouver un petit bout du monde malgré la douleur, s'il a des douleurs neuropathiques à la marche, essayez de l'encourager à marcher malgré tout en savourant les endroits dans lesquels il marche, etc. Voilà, c'est un peu le petit truc qu'on a en tête. Christelle. Tu me permets, Alexis ? Oui. La libraire que je suis ne peut pas m'empêcher de vous poser cette question. Quels sont les livres, Christophe, qui vous ont accompagné ou consolé pendant la maladie ? Vous parlez de Simone Veil, justement, en tant que philosophe. Donc, quelles sont les lectures ? Alors, poésie et philosophie. Poésie et philosophie. Bobbin, j'ai relu Bobbin comme un fou. L'auteur... Qui vient ponctuer le livre, d'ailleurs, à plusieurs reprises. Ouais. L'auteur qui l'exergue, effectivement, c'est le dernier livre qu'avait écrit. Christian Bobbin, c'est un poète français qui est un génie, pur génie de la poésie. Il fait de la poésie en prose, mais il n'y a rien de plus beau, à mon avis, que les livres de Bobbin. Et Bobbin n'arrête pas de parler de la mort. Il n'arrête pas de parler de la mort, et en expliquant à quel point la mort rend la vie belle, rend la vie plus belle, rend la vie plus mystérieuse, plus profonde, et que c'est grâce à la mort, finalement, à la conscience de la mort, qu'on va trouver la vie belle. Et si on était immortel, on s'ennuierait épouvantablement. Et le dernier livre de Bobbin, qui s'appelle Le Murmure, il l'écrit alors qu'il est hospitalisé au Creusot. Il a un cancer, il va mourir rapidement. Et c'est génialissime. Et il décrit justement la tristesse de l'hôpital dans laquelle il se trouve, la solitude dans laquelle on l'abandonne. Donc c'est un poète, c'est un génie, donc il s'en sort, mais à un moment, il raconte une scène terrible. Je crois qu'on en parle dans le livre. Il dit, voilà, c'est un dimanche après-midi, je suis en train de manger un plat incomestible dans une barquette en caoutchouc, entre un vieillard agonisant et une vitre battue par la pluie. Donc il le dit mieux que moi. Il y a 3 lignes, et là tout à coup on sent la détresse. J'ai un cancer, je sais que je vais mourir, et je suis dans un environnement glauque,
affreux. Et ce truc-là, là aussi, on en parle dans le livre. On avait eu un grand débat avec Violaine et Chloé où toutes les deux vous disiez mais il faut que l'hôpital, il y ait de la couleur, il y ait de la joie, il y ait de la vie, et que condamner à la double peine des gens qui ont des maladies sévères, et voilà, ce genre de scène que décrit Bobin, c'est nul. Faut pas. C'est un poète de la nature aussi. Oui, bien sûr. Et donc, oui, pardon, et la question, c'était les livres. Non, il y a Bobin, il y a André Comte-Sponville qui m'a beaucoup aidé, parce qu'André, lui, alors c'est André Comte-Sponville, un philosophe génial aussi, c'est mes deux grands auteurs. Il parle magnifiquement de ces histoires de vie, de mort, de ce que veut dire vivre, comment la mort doit être affrontée. Sioran aussi. Sioran, qui est un auteur extrêmement sombre, mais finalement, j'avais besoin de lire des choses graves, sombres, profondes. Je n'avais pas envie de rigoler, quoi. J'avais envie de rigoler dans ma vie, mais de lire des choses qui me mettent le nez dans... Confronte. La thèse d'André Comte-Sponville, c'est que la vie est tragique. Et ce qu'il veut dire par « la vie est tragique », non, mais vous allez voir, je ne veux pas plomber l'ambiance, pas vous faire tous pleurer, c'est que naître, c'est vivre, vivre, c'est naître, souffrir et mourir. Voilà la vie. On vient au monde, on souffre, on meurt à la fin. Ça, c'est tragique. Ce qui nous sauve, c'est que entre les moments de souffrance, entre la naissance et la mort, il y a quand même des possibilités d'aimer, d'être aimé, d'être heureux, et que c'est pour ça qu'il ne faut pas rigoler avec le bonheur. C'est pour ça qu'il ne faut pas rigoler avec le bonheur et qu'il faut raisonner comme Paul Claudel qui dit « le bonheur n'est pas le but, on ne vit pas pour se rendre heureux, mais le moyen de la vie. Il n'y a pas d'autre moyen de rester en vie que de connaître des instants de bonheur. Sinon, ça ne vaut pas la peine puisque la vie est tragique, tout est dérisoire. » C'est la phrase d'Alphonse Allais. Ne nous prenons pas au sérieux, il n'y aura aucun survivant. On va tous mourir. Et on fait quoi avec ça ? Eh bien, ce qu'on a intérêt à faire, ce que nous apprennent à faire, notamment Bobin et Comte-Sponville, et puis Sioran à sa façon, c'est se dire « c'est trop bien la vie, c'est génial ». Ne serait-ce qu'un jour de plus. Et on en parle aussi dans le livre. Je suis désolé, là, l'entretien de toute façon, on a dépassé l'heure, donc on en parle dans le livre, on aborde la question de la vitalité. Et la vitalité, moi j'ai touché ça du doigt quand j'étais hospitalisé. À un moment, je suis dans ma chambre d'hôpital avec des tubulures, des perfusions, des drains qui se bougent, on me tire dessus, ça me fait hyper mal. Enfin, c'est voilà, un sale moment. Et donc, et dans ces moments-là, je me souviens de mes plaisirs, un truc qui me tenait dans la joie, c'était d'aller à la fenêtre et de voir les enfants passer aux heures d'école en rigolant, de voir les oiseaux, de voir le ciel. Et je sentais que j'y étais quand, au lieu que ça me rende triste en me disant « ils ont du bol, ils ne sont pas malades, moi je suis malade, etc. », je me disais « absorbe ça, nourris-toi de ça, regarde comme c'est beau la vie. » Cet instant, c'est top ce que tu vis. Tu vois des gamins qui jouent, qui rigolent, qui courent. Prends tout ce bien qui t'est offert par ce que tu vois. Et ça, c'est un peu... Enfin, il faut que tu donnes ta définition aussi, Violaine, parce qu'après, on n'est pas toujours raccord, mais quand même, on s'accorde à dire que parfois, on est très malade. On n'est pas sûr de guérir. Et on peut sombrer, couler, et personne ne peut nous le reprocher, parce que c'est vraiment dur. Et on peut aussi se dire, il y a la visite de telle infirmière qui m'amène le petit biscuit d'hôpital à 4 heures avec mon thé, c'est mauvais comme tout, mais elle est drôle, elle est géniale, elle est souriante. Et une fois qu'elle est passée, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a redonné de la vitalité, ça m'a remis en vie. Et même si c'est que 5 minutes, une demi-heure, c'est pas grave. Tant que j'arrive à faire des choses comme ça, mais chaque journée supplémentaire, c'est une journée qui valait la peine. Et c'est vrai que cette histoire de vitalité, moi, je n'avais jamais réfléchi avant d'en parler avec vous.
Ouais, c'est difficile d'enchaîner. Passionnant et passionné, il faut le dire. Non, cette notion de gratitude, quand on touche, oui, le contact avec la maladie grave et la mort, et cette notion de vitalité. La vitalité, c'est pas uniquement quelque chose qu'on peut toucher quand la santé revient pleinement et que la maladie n'est plus là. Dans le livre, on en parle à un moment. La vitalité, c'est aussi... là, c'est quelque chose que je partage dans le livre, mais qui en fait est quelque chose de très intime, d'une personne de ma famille qui, en fin de vie, avait ce plaisir de faire des bains de bouche au jus de cerise. Et en fait, de se rendre compte de la saveur que ça peut avoir, et donc de goûter avec une gratitude infinie ce que c'est que d'être vivant par l'aspect sensoriel. Et donc, oui, on peut être de ce côté de dire oui, j'ai la bouche sèche, je vis des choses extrêmement difficiles et je suis en train de mourir, et donc de céder à l'angoisse, ou d'avoir ce changement de regard dont parle Christophe, qui fait que non, j'arrive à me raccrocher à la beauté de ce que j'ai encore la chance de vivre, et de se rappeler qu'en fait, la mort n'est malheureusement pas un échec, qu'on est des êtres humains et donc un jour on va mourir, mais donc de nous ramener à quand on est encore vivant, on est encore vivant, et jusqu'au dernier souffle, on est là, et qu'il y a encore des choses très belles, même si notre périmètre de mouvement, d'action, de rapport à la vie n'est plus le même. Et donc, ce partage hyper beau de venir se frotter justement à des concepts philosophiques de qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la mort. En fait, moi, ça me fait penser aussi à quand on a beaucoup discuté de la santé dans le livre, et de savoir que cette santé, elle va avoir plein de visages différents, et qu'on va essayer de se les approprier, de se dire que c'est pas un dû d'être en bonne santé, mais que c'est plutôt un miracle au quotidien, que notre corps arrive à fonctionner et à être en pleine santé, et qu'en fait, il se débrouille tout le temps dans ses déséquilibres pour maintenir cette santé. Et donc, on ne doit pas être coupable, sentir cette culpabilité quand un jour le corps ne va pas bien. Comme c'est pas un échec un jour de mourir, même si on aimerait continuer. Ça fait aussi partie de notre histoire d'humanité qu'on partage tous. Et donc, voilà, ce regard sur la vie, la mort, c'est aussi ce regard sur je suis en bonne santé ou je suis malade. Alors là, je le présente comme quelque chose un regard ou un autre, ce qui n'est pas du tout vrai, c'est pas du tout comme ça qu'on le présente, mais là, c'est pas le sujet, de se dire non, je ne suis pas coupable, ce n'est pas un échec. De toute façon, un jour, on tombera tous malades. Notre corps finira par être défaillant parce que on n'est pas des machines, et c'est aussi ce qui fait la beauté et l'impermanence de ce qu'on peut toucher. Justement, cette maladie, souvent, on l'associe à l'environnement. Je sais que Clément, c'était important pour toi qu'on parle de l'environnement, de ne pas tout mélanger aussi, de ne pas dire que c'est à cause de l'environnement qu'on tombe malade. C'est vrai déjà, Violaine ? Alors un être souvent, humain, pour on nous dit être en c'est par bonne rapport à ce qu'on santé, respire, à oui. tout ce qu'on voit, tout ce qu'on peut manger aujourd'hui. Un être humain en bonne santé, c'est un être humain qui va interagir avec un environnement, donc qui va être capable de se confronter à des germes et à arriver à résister à tous ces microbes, qui va réussir à s'adapter dans son écosystème. On n'est pas dans une bulle, donc on est forcément interdépendant avec ce qu'il y a autour de nous. Après, les liens de causalité avec les maladies, on n'a pas toutes les réponses. Donc là, je sens la question de est-ce que le cancer est lié à notre environnement qui va moins bien ? On en parle dans le livre. Ça fait partie des grosses hypothèses scientifiques puisque le cancer explose. Il y a plein de termes qui sont comme ça très forts, des tsunamis qui arrivent, etc. On sait que d'ici 2050, on aura une incidence de plus de 70% du cancer dans le monde. Donc on est vraiment sur des choses dramatiques qu'on doit considérer. Et donc forcément, notre environnement et notre mode de vie fait que ça vient impacter. Maintenant, avoir vraiment toutes les compréhensions fines des causalités, on ne les a pas. Peut-être que les principes de précaution pourraient nous aider à réfléchir différemment notre rapport à comment on garde un corps en bonne santé. Mais voilà, ce contact à la nature et à l'environnement, on a l'impression dans nos philosophies, dans nos modes de vie, qu'on est complètement déconnecté, qu'on n'a pas besoin de la nature, mais c'est important de se rappeler d'où on vient et qu'on a besoin d'elle pour être en bonne santé. L'environnement... Pardon. Allez-y, Christophe. Mauvaise soirée, je suis désolé. Ah non. Je vous coupe tout le temps. On est allé plus loin, Violaine, quand même, dans le bouquin. Ouais, parce qu'effectivement, Violaine, elle est ultra prudente scientifiquement. Voilà, il ne faut pas dire de trucs qui ne soient pas verrouillés, bétonnés. Tous les trois, on est d'accord avec ça. Mais à un moment donné, on s'est dit, non mais attendez les amis, tous les trois, là, on a lu les études, on sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, même si ce n'est pas démontré à 100%. Donc, tu fais la cuisine avec les trucs en plastique, toi ? Il te reste des poêles Tefal chez toi ? Tu mets de l'encens à brûler ? Tu allumes des bougies parfumées ? Et donc, on a fait, en fin de chapitre, toute la liste de ce que nous,
en tant qu'auteur à peu près au courant quand même de la littérature scientifique, on faisait pour nous et nos proches. Et on s'est dit, l'excès de prudence et ne pas faire ce genre de liste, c'est pas sympa non plus pour les lecteurs. Moi, par exemple, mon cancer, je suis désolé, je parle beaucoup de moi, mais tout à l'heure, on a dit qu'il fallait que les hommes parlent de leur cancer et partagent leurs expériences, donc j'en profite. C'est un rôle modèle, c'est très très bien. Il faut continuer, on va vous garder au Pays Basque. Rôle modèle. Quand j'ai eu ce cancer du poumon, j'étais furieux. D'ailleurs, ça me faisait penser à un truc que tu disais sur le rapport au corps. Apprendre à être bienveillant avec son corps. Quand on est malade, notre corps nous emmerde, on n'est pas content, quoi. Il nous empêche de travailler, de partir en vacances et tout. Et c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Notre corps, il fait ce qu'il peut de son mieux, et plus on est bienveillant avec lui, mieux c'est. Mais bref, quand j'apprends que j'ai ce cancer du poumon, je suis scandalisé. J'ai jamais fumé, mais pas par mérite. J'ai toujours détesté le goût du tabac. C'était la première cigarette, j'ai compris que je ne serais jamais fumeur. Et pourtant, j'ai un cancer du poumon. Donc j'en parle à l'époque aux pneumologues en leur disant, bon, mais comment vous expliquez ça? Ça pourrait pas être la pollution? Peut-être, oui, les études ne sont pas formelles et tout. 10 ans plus tard, la pollution atmosphérique est un facteur de risque. Alors, facteur de risque, ça ne veut pas dire que la pollution déclenche le cancer, mais c'est un facteur de risque. Ça augmente la malchance que vous en ayez. Et par contre, j'adorais l'encens. Chaque fois que j'écrivais mes bouquins, je rentrais dans mon bureau, un bâtonnet d'encens. Dès qu'il était fini, j'en rallumais un autre. 4 ou 5 bâtonnets d'encens dans la journée. Il y a 1 an, je tombe sur des publications en Asie, puisque c'est des grands consommateurs d'encens. L'encens, facteur de risque, cancérigène, possible. Donc, je suis désolé, j'espère qu'il n'y a pas trop de gens qui vivent de la vente de l'encens dans la salle. Mais voilà, ce n'est pas une bonne idée. Un de temps en temps, mais c'est... Voilà. Et ça, il nous a semblé qu'il fallait dire ces trucs-là, même si, effectivement, on rêverait qu'il y ait encore plus d'études, encore plus de certitudes, mais ce qu'on fait pour nous, on s'est dit, ben voilà, il faut qu'on en parle. Cet environnement, justement, pour toi, Christelle, il est important avec l'être et le vivant, ce festival. Pourquoi ça a du sens aujourd'hui pour toi, justement, d'entendre Violaine et Christophe évoquer l'importance de préserver l'environnement ? Alors justement, c'est ce même environnement qui peut nous aider à nous réparer, à aller mieux. Il faut le fréquenter assidûment, cet environnement. Donc par toutes sortes de pratiques, mais ce lien à la nature revient souvent dans le livre, justement, en termes de randonnée. Ah oui. Ah non, mais ça, c'est un des trucs qui me fait jubiler dans les publications scientifiques, c'est les études qui montrent l'effet de l'immersion dans la nature chez les humains. Et pas juste que ça nous fait du bien, qu'on est content, que ça nous met en joie, c'est-à-dire ça va augmenter l'activité de certaines parties de notre système immunitaire, ça augmente l'activité des lymphocytes tueurs, ça améliore la réponse à la vaccination, etc. etc. Donc et pour des durées prolongées, par exemple. Donc là, on n'est pas chez des patients cancéreux, donc c'est des patients... Voilà, des personnes qui n'ont pas de maladie, vous les faites balader 2 jours en forêt et vous avez une amélioration de leur variable immunitaire pendant 3 à 4 semaines. Donc c'est magique, effectivement, cet effet réparateur. Une fois de plus, je ne suis pas en train de vous dire qu'il suffit d'aller marcher dans la nature pour ne jamais avoir de cancer ou quoi que ce soit. Simplement, il faut comprendre ces histoires dont parlait Violaine. C'est une des obsessions de Violaine. La santé comme un équilibre, qui est instable, mais qu'on peut alimenter, ou un équilibre qui peut se briser. Elle cherche le schéma qui modéliserait totalement, là dans le train, elle me montrait ses tentatives pour schématiser ce truc très compliqué, c'est très convaincant, mais bon, il y a encore du boulot d'après toi. Mince, j'ai perdu le fil. Je sais pas. La nature. Oui, voilà, mais c'était quoi sur la nature? J'ai oublié, c'est pas grave. Bon, ouais. Si ça vous revient, vous me le dites, Christophe. Mais je vois quand même que vous suivez pas trop. Là. On va avancer dans le titre, Vivre avec, vivre après. On va parler très brièvement de l'après, juste pour conclure. Christelle, oui ? Oui, la question du public.
Ouais, on va juste conclure, parce que c'est important aussi de parler de l'après. On va laisser la parole à Violaine. Beaucoup ont peur, c'est ce que vous dénoncez dans le livre, de la récidive, une fois que tout le cursus avec les médecins s'arrête. On a peur que finalement la maladie revienne. Pourquoi ? Cette période de l'après, on ne la pense pas trop quand on est cancérologue et ça devient un sujet majeur. Pourquoi on ne la pense pas trop ? Parce qu'avant, on n'avait pas la possibilité de la penser puisque nos traitements ne permettaient pas vraiment d'y avoir accès. Et puis, on a fait de tels progrès que maintenant, on doit accompagner les personnes qui vivent après. En France, il y a presque 4 millions de personnes qui ont traversé l'épreuve de la maladie. Donc, c'est vraiment, ça nous concerne tous. Et pour autant, on se dit, le lot des traitements est fini, donc c'est bon, on passe à autre chose. Et on a tellement contacté le risque de finitude quand même dans cette épreuve. Comment je continue à vivre sans me dire que demain, mon corps va peut-être me retrahir, parce que c'est souvent un sentiment de trahison qui peut arriver. Comment je ne risque pas de mourir là à tout instant. Et puis aussi, ma vie a été quand même mise entre parenthèses pendant de longs mois, voire plus. Et donc, mon identité propre, elle s'est vraiment collée à celle de la maladie et des traitements. Et puis là, tout à coup, qu'est-ce que je suis, qui je suis, où je vais ? C'est très vertigineux d'un point de vue existentiel. Christophe en parlera mieux que moi, mais comment on va accompagner ça ? Comment on se reconstruit après tout ça ? Et donc c'est un sujet majeur de réflexion de ce qu'on appelle le rétablissement, donc de se vivre après, qui est indépendant du fait que la maladie soit encore là et qu'on ait une maladie chronique, ou qu'elle soit complètement silenciée. Et souvent, ce risque que la maladie revienne, cette peur de la récidive, elle n'est pas corrélée au risque réel médical. Donc c'est aussi quelque chose de quelle histoire on se raconte avec ça, comme c'était évoqué au début. Donc voilà, c'est tout un processus à accompagner, un processus très psychique et puis aussi vécu dans le corps, de ce que le corps continue à raconter. Donc voilà, on espère que progressivement dans nos institutions de soins et dans nos consultations, on puisse avoir plus de temps pour ça. Et c'est pas encore aussi évident que ça. En tout cas, vous pouvez miser sur ce livre pour avoir plus de conseils. Le but en fait de cet échange, c'était de préserver l'espoir, de nourrir votre espoir. Et une phrase que tu avais dite, Christelle, quand on a préparé ce rendez-vous, le but c'était de construire sa constellation. Je pense que ce soir, on a semé plein de petites étoiles. Tu t'en souviens pas ? Je suis là pour te rappeler tout ça. Merci à tous les quatre et aux équipes aussi du Select de nous avoir accueillis, d'avoir organisé cette soirée. Merci à toi, Alexis, pour tout ce travail. Je vous en prie. Très bonne soirée à tous.